Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, si c'est pour la culture, on a déjà donné. Je reçois à l'occasion de ce bada Martine et Gérald Darlin. Martine, bonjour. 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 Vous êtes les rénovateurs, un article du Figaro Magazine dit les anges gardiens d'un château Renaissance qui est situé dans l'Aveyron, d'un château Renaissance important. Vous allez nous dire pourquoi, mais peut-être d'abord, il faut que je signale que vous êtes les heureux gagnants du grand trophée d'Assaut Histoire et Patrimoine, qui est donc tous les ans attribué à des rénovateurs, des restaurateurs, des ressusciteurs, si le mot existe, d'un élément du patrimoine. Et avant donc que nous nous lancions dans la description de ce qu'était Bournazel, le château de Bournazel, quand vous l'avez repris en main, et de ce qu'il est devenu maintenant, peut-être un mot d'abord sur comment vous est venu le goût de ces restaurations, puisque avant Bournazel, vous aviez restauré, alors pas exactement le titre exact, la nomenclature exacte n'est pas exactement château, c'est une maison fortifiée, c'est ça? Ouais, c'est ça, on pourrait appeler ça une maison forte, qui se trouve dans le sud du département de l'Aveyron, tout près de Saint-Cernin-sur-Rance. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Cernin, je peux dire que c'est là qu'a été retrouvé l'enfant sauvage. Et donc, ça précise les choses et ça illustre bien le fait que c'est pas un endroit extrêmement peuplé. Et donc, c'était une maison forte, donc un petit château, on va dire, flanqué de 4 tours, qui date du XIVe siècle, XIVe et XVe siècle. Et donc, on avait acquis cette maison forte en 1999, et donc on a fait à peu près 6 ans de restauration, et donc ce château est restauré aujourd'hui. Et à l'époque, l'architecte des bâtiments de France de l'Aveyron nous avait constaté et trouvé que la façon dont on avait restauré était bien, et c'est pour ça un samedi matin, je me souviens, c'était en 2006, quelque chose comme ça, il m'a appelé pour me demander si on ne voudrait pas reprendre Bournazel. Alors, Bournazel, c'était quoi et c'était dans quel état, Martine Arlin? Bournazel offrait un spectacle un petit peu de désolation, parce que la partie la plus belle du château, le très beau morceau d'architecture de fond de cour, était transformé en un arc de triomphe ouvert à tout vent, et devant, il y avait une grande file de poubelles. On avait visité une première fois de façon uniquement culturelle, parce que j'avais repéré que c'était un château important, et donc on avait été jeter un petit coup d'œil. C'était vraiment désolant, et puis cette très belle travée rythmique qui menaçait de s'écrouler puisqu'elle n'était plus contrebutée. C'était assez terrible. C'était assez terrible, mais ça avait été quelque chose de considérable. De tout à fait extraordinaire. C'est un château qui a toujours été connu des spécialistes. Il y a plein d'écrits au XIXe siècle et au début du XXe sur ce château, parce que il a la particularité d'avoir un classicisme très précoce, c'est-à-dire un emploi des ordres très important. Et cet emploi des ordres est certainement lié au milieu culturel du Rouergue à cette époque. Parce qu'à la tête de l'évêché de Rodez, Georges d'Armagnac. Georges d'Armagnac est un protégé de la sœur de François Ier. Et Georges d'Armagnac est un personnage assez extraordinaire, puisqu'il sera ambassadeur de François Ier à Venise. Et il a aussi un secrétaire particulier, un grand érudit, un certain Filandrier. Pour situer, le fameux Filandrier, il va aller en Italie avec Georges d'Armagnac et il va faire des annotations du traité de Vitruve. Alors, le traité de Vitruve, c'est un traité d'architecture. C'est le seul traité d'architecture antique qui nous soit parvenu, mais c'est un traité qui n'est pas illustré.
Et donc il va travailler, on dirait aujourd'hui, dans une commission justement. C'est un grand érudit, il parle un latin extraordinaire parce que ce traité est en latin et ça date de l'époque d'Auguste. Et donc c'est dans ce contexte-là, au XVIe siècle, que l'Aveyron connaît une période de relative gloire, parce que l'Aveyron est riche à ce moment-là. D'ailleurs, on peut toujours le voir quand on se promène dans Rodez. Il y a plein de très belles maisons. Alors cette richesse, elle est due en partie au pastel. Et puis cette richesse va, à la fin du siècle, va s'arrêter quand on va découvrir l'indigo. Il faut, peut-être pour la compréhension de nos auditeurs, rappeler que le Rouergue et l'Aveyron, c'est à peu près la même chose. Enfin, que l'Aveyron est un des départements français, il n'y en a pas beaucoup, il y a la Vendée, je crois. Quasiment. Voilà, c'est une des rares, exceptions. effectivement. La voilà. géographie est la même, Voilà, c'est-à-dire que il manque c'est deux pour cantons, ça aussi que ça a gardé voilà. son identité. Ouais. Ouais. Alors, je reviens en arrière, parce qu'on a parlé de la Maison Forte, près à Esplat, donc près de Saint-Cernin, mais on n'a pas encore éclairé ce mouvement qui vous a porté vers ce patrimoine et l'intérêt pour la restauration des bâtiments anciens. Comment la maladie vous est-elle venue, si je puis dire, Gérald Darlin? La maladie, elle nous est venue très tôt, c'est-à-dire qu'on a commencé, mon Dieu, il y a longtemps, il y a plus de 40 ans, en restaurant une petite maison qui se trouvait dans l'est de la France, en Lorraine, Lorraine française, quelque chose de très modeste. Et puis après, on a restauré une maison à Versailles. Mais quand je dis restaurer, c'est une restauration en profondeur, c'est-à-dire en abattant certains murs, en redessinant une géométrie. Pourquoi ? Parce que cette maison était une juxtaposition d'une partie 18e, une partie 19e, une partie 20e, ça n'avait ni queue ni tête, et en fait, on en a refait une maison du 18e, et donc, et tout ça nous mène en 1999 à Saint-Cernin, voilà, et c'est comme ça. Donc, ça veut dire que, je dirais de façon presque ininterrompue, depuis 40 ans, on restaure. Alors, c'est une passion parce que c'est, je crois que c'est une passion de la restauration. En même temps, c'est un intérêt de travailler avec des entreprises, c'est-à-dire on ne travaille pas avec n'importe qui, c'est-à-dire travailler avec des maçons, avec des ébénistes, etc., pour recréer exactement les conditions, les volumes tels qu'ils existaient à l'époque. Alors, vous êtes donc, vous avez avec succès restauré près de Saint-Cernin cette maison forte d'Esplat. L'architecte des bâtiments de France, qui a dû, j'imagine, superviser, en tout cas donner son accord à un certain nombre de transformations ou de modifications ou de restaurations, tout simplement, vous aviez fait, donc connaît votre travail dans cette partie sud de l'Aveyron et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous propose de vous intéresser au château de Bournazel. Qui est dans l'état dans lequel Martin Darlin vient de dire qu'il était. Là, vous mesurez, parce que Martin vous avait dit à quel point c'était un château important à l'époque où il était construit, à la Renaissance, et là, vous commencez à évaluer la difficulté, j'imagine. Oui, on commence à évaluer la difficulté, et c'est bien pour ça que ça nous prendra pas loin de 2 ans pour nous décider. Parce que Martine disait tout à l'heure qu'on avait fait une première visite culturelle à l'époque, je crois me souvenir, c'était en 2001. Donc c'était 6 ans avant qu'on nous sollicite. Ouais. Et en revanche, bon, une fois sollicité, on s'est dit, on va aller sur place. Et là, on est allé sur place. Faut pas oublier que depuis 1947, c'était une maison de convalescence. Donc c'est quand même un château qui avait subi plusieurs dommages. Laissez-moi un instant rappeler quels sont ces dommages. Oui. D'abord, l'aile est et le pavillon de l'escalier au sud sont incendiés en 1790, c'est-à-dire les villageois mettent le feu à cette partie du château. Ça reste sous l'état de ruine. Et du reste, c'est assez étonnant, mais on trouve au XIXe siècle tout un tas de gravures qui présentent Esplas
qui représente le château de Bournazel sous forme de ruines. Et on aimait ça, c'était la mode à l'époque. Donc, ça aurait pu être restauré. Mais le propriétaire de l'époque, qui s'appelle le marquis de Marigny, qui était une branche cadette des Buissons, qui avait donc, qui était à l'origine de château, à partir du moment où le château est classé en 1862, il fait appel au pouvoir public pour obtenir quelques subsides pour restaurer le château, et notamment les parties qui sont endommagées. Et là, il reçoit une belle lettre de Viollet-le-Duc qui lui dit que non, pour deux raisons. D'abord parce que c'est un particulier, qu'il n'est pas question de donner des fonds publics à un particulier. Puis deuxièmement, c'est un château Renaissance et il y en a plein comme ça en France. Et il ne présente pas un intérêt aussi important qui pourrait justifier un tel effort financier. Donc, Marigny, très déçu, qu'est-ce qu'il fait ? Malheureusement, une loi passe en 1888 qui lui permet de déclasser le château. Il fait la demande, il l'obtient, et immédiatement, il abat toutes les parties ruinées. Et donc, comme il ne sait pas où mettre tous ces vestiges qui sont très importants, il casse toute la partie inférieure des escaliers, puis met tous les vestiges là-dedans. Alors, je dirais ça, c'est le deuxième dommage. Et le troisième dommage, mais qui est moins grave, c'est entre-temps, ça a appartenu à un gantier de Millau, et juste après-guerre, en 47, c'est racheté par la sécurité sociale dans les mines, c'est-à-dire de Casseville. Et donc, ça sera pendant 40 ans une maison de convalescence. Pendant 60 ans, une maison de convalescence avec 40 patients, et c'était un peu... ça avait été cloisonné, quoi. On va dire que ça avait été agencé de telle sorte que ce soit une maison de convalescence, mais c'était même triste à l'époque. On avait une magnifique cheminée qui faisait 3 mètres de long, et puis la pièce devait faire à peine 4 mètres. Donc c'était ça, c'est l'exemple de l'infirmerie, mais je pourrais en prendre plein d'autres comme ça. Voilà, c'est ça les 3 malheurs, je dirais, de ce château. Et nous, on arrive en 2007, voilà, comme ça. Mais cette réponse de Viollet-le-Duc au comte de Marigny, les comtes, ou marquis, je ne sais plus, au marquis de Marigny. Cette réponse de Viollet-le-Duc au marquis de Marigny, est-ce qu'elle n'est pas un peu étrange quand même ? Parce que est-ce que les châteaux Renaissance de cette dimension et de cette importance sont-ils vraiment aussi nombreux en France que le pensait Viollet-le-Duc, Martine Arlin ? Non, mais je pense qu'il était passionné par le Moyen-Âge, et uniquement par le Moyen-Âge. Et c'est vrai que la Renaissance est un autre univers. Et je pense que c'était plutôt ça. Oui, c'est donc en fonction de ses propres tropismes et non pas en fonction d'une réalité de l'architecture Renaissance en France. Alors, vous avez parlé des Buissons, c'est donc la famille Buisson qui est à l'origine de ce château. Vous avez parlé, Martine, tout à l'heure, de la richesse du Rouergue. Cependant, quand même, est-ce que vous n'avez pas été étonné que ce château soit aussi important ? Si, c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que, au premier abord, en 2007, du fait même, comme l'expliquait Martine tout à l'heure, que on avait cette magnifique façade, mais qui ressemblait à tout vent, qui ressemblait un peu à un arc de triomphe, que l'escalier n'existait plus. Il avait un peu perdu de sa splendeur. Il restait effectivement, toutes les parties sculptées qui restaient étaient exceptionnelles, mais il avait perdu de son volume. Et il y a eu tellement de modifications parce que, je répète si j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que les vestiges ont été disposés autour du château, ça représente des volumes importants, ce qui veut dire que le sol au sud du château avait pris 4 ou 5 mètres. Donc ça veut dire que on n'avait plus la vision du château telle qu'elle pouvait exister, et les volumes n'étaient plus vraiment visibles. Mais pourquoi un château aussi important ? Faut savoir que Jean de Buisson était à l'époque, il n'était pas noble depuis très longtemps.
il était noble, sa famille avait été anoblie environ un siècle, donc au cours du XVe siècle. En revanche, c'était une famille de très riches marchands, une famille de capitouls. On dit que les buissons représentaient la plus grande fortune du Rouergue, donc ça représente quelque chose d'important. Et il faut bien se mettre dans l'idée que un personnage comme celui-ci, eh bien, au-delà de la réussite financière, ce qui était important pour lui, c'était de se rapprocher du pouvoir royal. Et donc, c'est pour ça qu'il est allé faire les guerres en Italie, c'est pour ça qu'il a financé les guerres en Italie, et c'est également pour ça qu'il a voulu faire un château qui était l'égal des plus beaux châteaux Renaissance qui existaient en France, et notamment, je pense, au Val-de-Loire. Est-ce que vous avez trouvé beaucoup de représentations du château, non pas dans son état de semi-ruine ou de ruine, mais dans son état originel? Je ne crois pas qu'il y en ait, parce que les archives ont été détruites au moment de la Révolution. Il n'y a pratiquement plus d'archives. On a essayé de solliciter justement la Société des Arts et des Lettres de l'Aveyron, etc. Et il y a extrêmement peu de choses. Donc, donc il a fallu en fait que vous fassiez fonctionner vos facultés d'imagination particulièrement. Oui, c'est vrai, mais d'un certain côté, comme on l'indiquait tout à l'heure, après l'incendie de 1790 et pendant presque un siècle, eh bien, il y a eu quand même plusieurs gravures, et ces gravures étaient assez précises. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait des missions architecturales qui avaient lieu en France pour constater tous les dommages de la Révolution, et c'est durant cette période on a quand même des gravures, qu'on a des dessins, etc., des parties ruinées, certes, mais qui nous ont permis d'imaginer et d'avoir une bonne vision de ce que pouvait être le château avant 1790. Alors, vous êtes dans la période où vous réfléchissez. Vous avez passé 2 ans à vous demander si oui ou non vous attaqueriez au chantier de la reconstitution, de la rénovation. Je ne sais pas d'ailleurs quel est le terme que vous utilisez le plus volontiers. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 ans? Qu'est-ce qu'on essaye de réunir comme éléments? Comment est-ce qu'on élabore sa décision, les éléments qui vont concourir à la décision? Je dirais une chose, c'est que on savait que c'était un travail démentiel. On ne savait pas jusqu'où on pourrait aller dans la restitution. Bon. Néanmoins, je cite souvent peut-être l'élément qui nous a décidé, et c'est Martine qui en est à l'origine. Je te laisse te citer. Oui, je me souviens avoir dit à Gérald, ce château est merveilleux, il y a une qualité de sculpture exceptionnelle. C'est comme un Titien. On ne pourra jamais se payer un Titien, mais ça, on peut restaurer. Et donc, vous dites oui à l'architecte des bâtiments de France. Il faut acheter le bâtiment, déjà, pour commencer, l'acheter à l'État, qui, j'imagine, essaye d'en tirer le meilleur prix possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a aidés dans la négociation, Monsieur Louis Gauss. Il est allé voir, justement. L'architecte des bâtiments de France. Mais oui, l'architecte est allé négocier pour nous, pour que ce soit un prix raisonnable, parce que lui, il ne pensait qu'à une seule chose, c'était sauver Bourg-Magel. Et comme il avait trouvé quelqu'un, il se disait, maintenant, il ne faut pas que le prix soit trop élevé pour qu'il puisse y aller. Et on discute avec quelle administration dans ces cas-là? Ah ben, avec la sécurité sociale. D'accord. Voilà, c'est avec la sécurité sociale, et c'est comme dans tout, il y a un prix de réserve, et puis voilà, et il n'y avait pas foule, hein. J'ai su après par d'autres personnes qui étaient en relation avec la sécurité sociale, qu'ils avaient même dit qu'ils étaient très heureux d'avoir trouvé un acheteur qui pensait pas en trouver un. Et donc, ce qui prouve bien qu'il n'y avait pas foule, c'est logique. Hein? Et donc, nous sommes en 2007. Aïe. Vous êtes devenus les propriétaires de ce château. Et vous estimez à ce moment-là que ça va vous prendre combien de temps pour arriver à sa restauration? Ou vous n'estimez pas? Vous vous dites, on verra bien. Martine Arlin. On n'estime absolument pas. Et on ne s'est pas rendu compte au départ de l'ampleur des travaux que ça représentait. On s'était dit qu'on allait déjà... Bon, c'était plutôt un peu une sauvegarde. C'est-à-dire, on s'est dit, on va s'occuper de l'aile
est, avec cette façade exceptionnelle, et on n'avait absolument pas mesuré l'ampleur des travaux. Alors nous allons passer à l'ampleur de ces travaux et la manière dont vous les avez développés, les corps de métier avec lesquels vous les avez réalisés, mais je vous propose que nous fassions ça dans le 2e épisode de notre rencontre.